Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. C'est la 55e émission de Et si on parlait de sport? Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec Pauline Gaston-Conduite et Laurent Garnier. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour et merci à Brigitte Linder et ses équipes du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et de Profession Sport Animation 31, nos partenaires qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 55e émission, nous accueillons Anne Guilmain, membre de la Ligue Midi-Pyrénées de tir, Tiffaine Pomès, membre de l'équipe de France junior de tir, Damien Trévessé, maître d'armes au club de Muret et kinésithérapeute des équipes de France d'escrime handisport, Brianna Vidé, membre de l'équipe de France handisport d'escrime sélectionnée pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 qui auront lieu entre le 28 août et le 8 septembre prochain, et Florian Gilly, coach adjoint du pôle espoir féminin de football d'Occitanie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission. Au sommaire, ne ratez pas vos cibles, le tir sportif, une discipline où la précision et la vitesse sont maîtres, sera à l'honneur. Il faut savoir que depuis les premiers Jeux olympiques modernes en 1896 à Athènes, le tir sportif a conquis sa place avec des épreuves variées, comme le tir à la carabine, au pistolet et au fusil de chasse. À l'origine réservé aux hommes, ce sport a ouvert ses portes aux femmes en 1984, marquant un grand pas vers l'égalité. Aujourd'hui, les compétitions olympiques de tir incluent des catégories telles que le tir à 10 mètres à la carabine ou au pistolet, le tir à 50 mètres à la carabine et le skeet et trap pour les fusils de chasse. Et en deuxième mi-temps, vous êtes plutôt fleuret, épée ou sabre, il va falloir vous décider rapidement car les Jeux olympiques arrivent à grands pas. Sport de combat élégant et stratégique, l'escrime est l'une des disciplines fondatrices des Jeux olympiques. Introduit dès les premiers Jeux olympiques modernes en 1896 à Athènes, ce sport comprend effectivement 3 armes distinctes, chacune avec ses propres règles et techniques. L'escrime olympique se distingue par son intensité et sa précision, mettant en avant des compétences telles que la rapidité, la stratégie et la dextérité. Les athlètes doivent non seulement maîtriser les aspects techniques de leur arme, mais aussi faire preuve d'une grande capacité d'anticipation et de réflexion tactique pour déjouer les attaques de leur adversaire et marquer des touches. C'est aussi le sport qui a remporté le plus de médailles au camp français. Au pays de D'Artagnan, un pour tous et tous pour un, nul doute que nos équipes de France auront à cœur de briller. Mais avant le coup d'envoi de cette 55e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant-match. Et oui, dans l'avant-match avec les principaux résultats de la semaine, avec Inès et Pauline. On démarre avec de l'athlétisme et le Toulouse Capitole Perche. Thibaut Collet s'impose avec 5,82 m au meeting Toulouse Capitole Perche, tandis que la Britannique Molly Codery établit une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année avec 4,92 m. Thibaut Collet a devancé le jeune Anthony Amirati avec 5,72 m, alors que Renaud Lavilloni a échoué par 3 fois face à une barre à 5,50 m. Continuons avec l'escalade et l'Olympique Qualifier Série de Budapest. Après les 2 étapes de l'Olympique Qualifier Série, Capucine Viglione et Manon Lebon se sont qualifiés pour les JO de Paris 2024 en escalade de vitesse. La France aura aussi 2 représentantes engagées en épreuve de combiné bloc difficulté aux Jeux de Paris. Zélia Avezou a finalement validé son billet olympique et rejoint Oriane Berton. Et chez les garçons, au terme d'une finale tendue jusqu'au bout, les Français Sam Avezou et Paul Jenft ont décroché leur place pour les JO 2024 en combiné bloc difficulté. On passe maintenant à la natation avec le championnat de France à Chartres. L'équipe de France sera ambitieuse dans 5 semaines à la Défense Arena de Nanterre avec ses stars Léon Marchand, Maxime Grousset et Florent Manodou et un relais 4 nages de feu. Les Bleus seront 30 cet été à Paris, 16 hommes et 14 femmes, mais seulement 17 à titre individuel. Toujours en natation, mais cette fois il s'agit du plongeon avec le championnat d'Europe à Belgrade en Serbie. Le Français Gwendal Biche a été sacré champion d'Europe de plongeon à 3 mètres samedi. Jade Gillet et Émilie Halifax ont, elles, décroché le bronze sur le haut vol synchronisé à 10 mètres. Et la paire française Bouillet-Jeanne d'Arc, qui vise une médaille aux Jeux Olympiques, a remporté le titre européen sur le 3 mètres synchronisé dimanche. On va à présent parler de tennis et les Jeux Olympiques. Le Toulousain Fabien Reboul, l'invité surprise des Jeux Olympiques de Paris en double avec Édouard Roger
Vasselin. Nous adressons nos félicitations au tennisman qui a participé à notre émission il y a quelques semaines. Et passons maintenant à l'escrime avec les championnats d'Europe de balle en Suisse. En individuel, Jean-Philippe Patrice est monté sur son premier podium international individuel mercredi en décrochant la médaille de bronze. Le fleurettiste Maxime Poty a lui aussi remporté une première médaille de bronze en grand championnat. L'épéiste Oriane Maillot-Breton a décroché la médaille d'argent. Pour son premier grand championnat, l'épéiste Luigi Middleton a lui décroché la médaille d'or européenne. Dans les épreuves par équipe, les épéistes françaises ont décroché la médaille de bronze. Les épéistes français ont eux remporté l'or européen en s'offrant les champions du monde italiens en finale 45-24. Les fleurettistes français sont champions d'Europe en battant la Hongrie en finale 45-30. Les fleurettistes françaises ont elles échoué au pied du podium, battues en petite finale par la Hongrie 43-45. Et double tenante du titre, les sabreuses françaises ont décroché un troisième titre européen consécutif en renversant l'Ukraine en finale 45-44. Tenant du titre, les sabreurs français ont eux à l'inverse chuté dès leur entrée en lice en quart de finale face à la Turquie 38-45. L'équipe de France quitte les championnats d'Europe avec 8 médailles dont 4 en or. Parlons à présent de tir à l'arc. Il y avait la Coupe du Monde d'Antalya en Turquie. Les équipes de France masculines et féminines ont décroché la médaille d'argent dimanche après avoir perdu en finale, toutes deux contre la Corée du Sud. Quelques mots de skateboard à présent avec l'Olympic Qualifier Series de Budapest. 7 skateurs français ont décroché leur place pour les JO de Paris 2024, soit 2 de plus qu'à Tokyo en 2021. Et maintenant, Pauline, parlons de cyclisme sur route avec les championnats de France. Paul Lapera, qui a 24 ans, a confirmé son nouveau statut dans le peloton en devenant champion de France dimanche en Normandie sur un parcours de 240,6 km d'Avranches à Saint-Martin-de-Landelle. Toujours en cyclisme, mais cette fois en VTT, la Coupe du Monde de Crans-Montana en Suisse. Loana Lecomte a remporté en solitaire dimanche la 5e manche de la Coupe du Monde de VTT. De bon augure à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu du 26 juillet au 11 août. Et maintenant de l'équitation avec la Ligue des Nations à Rotterdam aux Pays-Bas. Les cavaliers français en forme olympique à la Ligue des Nations. C'est une très rare partition qu'ont joué les Vestes Bleues à Rotterdam vendredi. 7 parcours et 0 faute pour une victoire. Passons au sport collectif avec le volley et la Ligue des Nations femmes. L'Italie a battu le Japon 3-1 en finale dimanche soir à Bangkok en Thaïlande. La Pologne obtient la médaille de bronze. L'équipe de France a terminé 14e. Et chez les hommes, la France conclut la phase de groupe de la Ligue des Nations par un succès au tie-break face au Brésil. Les Bleus sont qualifiés pour la phase finale. Toujours un ballon rond, mais cette fois-ci on parle de football avec l'Euro 2024. Au terme d'un match très ouvert, les Bleus et les Pays-Bas se sont quittés vendredi sur le premier match nul et vierge de cet Euro, 0-0. En tête du groupe D, les deux équipes comptent 4 points après 2 matchs. Et passons du ballon rond au ballon ovale avec le rugby à 15 et les demi-finales de top 14. En supériorité numérique, Toulouse s'est imposé devant La Rochelle 39-23 vendredi soir au stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Dans l'autre demi-finale, Bordeaux-Bègles, victorieux du stade français 22-20, disputera la finale face à Toulouse, la première finale de son histoire vendredi prochain au Vélodrome de Marseille. On clôture ces résultats avec de la Formule 1 et le Grand Prix d'Espagne. Max Verstappen sur Red Bull, vainqueur pour la 7e fois de la saison devant le poleman Lando Norris avec McLaren et Lewis Hamilton sur Mercedes. Le week-end espagnol a été positif pour l'écurie française. Pierre Gasly se classe 9e, Esteban Ocon a lui terminé 10e et ce sont 3 points supplémentaires qui tombent dans l'escarcelle d'Alpine. Merci à toutes les deux pour ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 avec un portrait de l'escrimeuse Brianna Vidé. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Et chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024. Et dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons vous proposer de découvrir le parcours de Brianna Vidé, qui est membre de l'équipe de France handisport d'escrime, sélectionnée pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Bonjour. Bonjour Brianna. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant qu'athlète paralympique dans le domaine de l'escrime et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce sport ? Alors chez nous, c'est un sport familial. On est 4 enfants, 4 escrimeurs, donc j'ai commencé toute petite, à 8 ans, j'ai baigné dans ce milieu-là. Mon frère aîné, il avait tout le temps un bâton à la main, il s'appelait Tristan le Chevalier, et du coup mes parents l'ont mis à l'escrime, et puis on a suivi, à force de traîner dans les gymnases, de voir des armes et des masques, on finit par les mettre et par jouer avec ses frères et sœurs. Donc c'est comme ça que j'ai démarré, avec... pas trop de difficultés enfant et de plus en plus en grandissant parce que je suis née avec un pied bovarus équin, une déformation du pied. Et du coup, plus je grandissais, plus ça commençait à être compliqué de faire des fentes et des retraites, de suivre le rythme et l'endurance des jeunes de mon âge.
Et j'ai eu la chance de faire une rencontre, un paraplégique qui est arrivé dans le club dans lequel je faisais du sabre et qui lui préparait déjà les Jeux de Rio au fleuret et souhaitait commencer le sabre. Et aujourd'hui on va partir aux Jeux ensemble, donc c'est quelque chose qui est chouette. C'est lui qui m'a initié à cette pratique, j'avais 13 ans et j'ai commencé les compétitions à 15-16 ans, quelque chose comme ça. En national, puis très vite en international, parce qu'il y a peu de Français à l'époque qui faisaient de l'handisport, donc on arrivait très vite sur les Coupes du Monde. Et voilà, et puis une fois qu'on a mis un pied dedans, on n'en part plus vraiment. Alors justement, tu viens de parler des Jeux. Comment se sont passées les qualifications pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 ? Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés lors de ce processus ? Les qualifications, elles sont dépendantes de chaque sport. Nous, en escrime, c'était 20 mois de qualification, donc presque 2 ans. C'était super long et en fait, on se dit avant que ça va être long et qu'il va falloir être fort et on s'attend pas à ce que ce soit si long et en même temps très rapide parce que plus les échéances passent, plus on se dit bon mais je peux me rattraper sur la suivante s'il y a un petit raté, mais en fait il faut être hyper exigeant avec soi sur toutes les épreuves qualificatives pour se donner les moyens de se qualifier au jeu et d'être sur une bonne place pour les jeux, parce que plus on fait des bons résultats, plus les premiers tours de tableau sur les jeux vont être faciles. Du coup c'était un vrai défi d'aborder ces qualifications avec la même exigence que le reste de l'Olympiade, d'aborder ces qualifications en ne sachant pas ce que c'est que des qualifications, parce que c'était mon premier parcours paralympique. Et puis, en fait, on apprend beaucoup sur soi pendant 2 ans. On apprend à se connaître, on apprend à s'écouter, on apprend à écouter son corps, à repousser les limites aussi. Et je pense que c'est ce qui a été le plus formateur et le plus intéressant sur ces 2 années. Et est-ce que tu peux nous dire comment se déroule ta préparation pour les Jeux ? Peut-être peux-tu nous donner un aspect de ta routine d'entraînement et des aspects sur lesquels tu te concentres le plus ? En théorie, j'ai un métier à côté. Je suis podologue à temps plein et l'escrime, c'est mon loisir parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas d'une pratique amatrice de l'escrime. J'ai de la chance, j'ai suffisamment d'aide financière et d'aide matérielle pour avoir pu me détacher ces derniers mois de mon activité professionnelle. Donc là, ça fait 3 semaines que je travaille plus beaucoup, et que je peux mettre en place de nouvelles routines qui sont vraiment axées sur le sport. Du coup, je me lève le matin pour aller en muscu, en préparation physique, et l'après-midi ou le soir, c'est des entraînements en salle d'armes avec des maîtres d'armes et des partenaires d'entraînement. Donc c'est des entraînements à peu près bi-quotidiens quand je suis sur Toulouse, et après 1 semaine sur 2 quasiment, on se retrouve avec l'équipe de France, soit à collectif réduit, soit à collectif complet avec tous les membres de l'équipe de France sur l'INSEP ou à d'autres endroits pour s'entraîner ensemble et faire 8 heures d'escrime par jour. Voilà. Et alors, quelle est ta spécialité ? Alors, en escrime, il y a 3 armes. Il y a le sabre, l'épée et le fleuret. Chez les valides, ils pratiquent qu'une seule arme. Nous, en handisport, jusqu'aux Jeux de Rio, même de Tokyo, il y avait une obligation de pratiquer 2 armes pour les systèmes de qualification. C'est pas le cas pour les qualifs de Paris, mais ce système de pratiquer 2 armes persiste encore beaucoup dans le handisport. Donc moi, j'ai une prédilection sur le sabre. Je fais du sabre depuis mes 8 ans. J'ai commencé le fleuret un petit peu plus tard, après quelques années d'expérience, je devais avoir 17 ou 18 ans, et j'ai commencé l'épée il y a 2 ans. Ils avaient besoin de moi dans l'équipe de France, donc j'ai accepté de faire de l'épée. Donc actuellement, je fais partie des athlètes qui font les 3 armes et qui feront les 3 armes au jeu. Félicitations. Et quels sont tes objectifs pour les Jeux de Paris 2024 ? Si on y va, c'est pas juste pour participer. L'objectif, c'est déjà de m'amuser. On s'est amusé sur ce parcours de sélection, et les fois où on s'est le plus amusé, c'est les fois où ça a le mieux marché. Donc profiter de ce spectacle, c'est quelque chose d'unique. Les Jeux en France, c'est encore plus unique. Je pense pas revivre ça dans ma vie. Donc d'abord profiter de ce spectacle-là, et puis faire le spectacle sur la piste, essayer d'emmener tout le monde avec moi, et puis aller le plus loin possible, si possible. Ramener une breloque à la maison, ça serait bien. Une petite dernière question pour conclure cette chronique. Que représente pour toi cette sélection pour les Jeux paralympiques qui vont se dérouler à domicile en France ? C'est une bonne question, ça. Je sais pas si c'est un soulagement ou si c'est juste le début de tout. Pour nous, pour les filles de l'équipe de France, c'était quelque chose auquel on s'était préparé, cette sélection. C'était pas une surprise, ou on avait peu de doutes sur le fait qu'on allait être 3 filles au jeu. Donc un petit soulagement que ce soit officiel, de pouvoir en parler librement, mais pour moi c'est juste une étape vers les Jeux. Donc c'est un parcours qui continue, qui a commencé il y a 4 ans et qui va se terminer, j'espère bien, dans 2 mois. Un grand merci Brianna pour ton témoignage. Merci. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique Jeux Olympiques Paris 2024. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Ici, on parlait de sport avec nos invités Anne Guillemeng et Tiffaine Pommes.
Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Anne Guillemin, qui est membre de la Ligue Midi-Pyrénées de tir, et Tiffaine Pomès, qui est membre de l'équipe de France Junior de tir. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, on va commencer par Tiffaine, qui est avec nous à l'antenne. Tiffaine, tu es donc... alors, je vais peut-être me tromper dans les termes, tu me reprends. Tu es carabinière, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter, nous expliquer un peu qui tu es, et puis nous parler de ta passion du tir? Du coup, je m'appelle Tiffaine Pomès, j'ai 18 ans et j'ai intégré depuis 3 ans un pôle de France tir qui se situe au Krebs de Strasbourg en Alsace. D'accord. Et du coup, j'ai commencé le tir il y a 9 ans et au début, j'étais pas forcément la meilleure et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à vraiment monter et maintenant je fais partie de l'équipe de France de tir à la carabine 10 mètres et 50 mètres. Alors, comment on arrive à, quand on est une jeune fille comme toi, il y a 9 ans, comment on arrive à se mettre au tir alors qu'il y a plein d'autres sports? Honnêtement, c'est grâce à mon petit frère. À la base, moi, je faisais de la danse classique et mon rêve, c'était de devenir danseuse étoile. Ah ouais. Et en fait, ouais, j'ai changé. Ah oui, carrément. Et ouais. Et en gros, mon petit frère, pendant un Vital Sport où on découvrait plein de sports, moi, j'avais une représentation de danse et lui, il a passé genre le week-end entier au stand de tir pour découvrir. Et du coup, le club nous a dit mais venez essayer. Et ça tombait sur les heures d'entraînement de danse. Et du coup, j'ai fait le choix de suivre mon frère au lieu de suivre la danse. Et c'est grâce à lui qu'on a commencé tous les deux. Petite question du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quelle arme tu as choisi finalement? J'ai choisi la carabine 10 mètres et la carabine 50 mètres. Et quand on monte dans le haut niveau, on nous demande de travailler un peu les deux et peut-être pas d'être les meilleurs dans les deux, mais de savoir faire les deux. D'accord. Écoute, merci pour cette petite présentation. Tu restes avec nous bien évidemment. Tu interviens quand tu veux dans l'émission. On va maintenant demander à Anne un petit peu qu'elle se présente et puis on va dérouler l'émission normalement. Okay. Donc Anne, merci encore d'être avec nous. Une petite présentation pour savoir nos auditeurs à qui on a affaire, que donc tu es membre de la Ligue de Midi-Pyrénées. J'ai bien dit Midi-Pyrénées de tir pour pas me tromper, on m'a fait la leçon, donc c'est bien membre de la Ligue Midi-Pyrénées de tir. Anne, qui es-tu? C'est bien ça, donc je m'appelle Anne Guillemin, j'ai 56 ans, je suis membre du comité directeur de la Ligue Midi-Pyrénées et à ce titre, je m'occupe de la détection et de l'entraînement des jeunes ainsi que de la formation des tireurs en général de façon à permettre à tout le monde de progresser techniquement. Le poste que j'occupe, c'est le poste de REL, responsable d'entraînement Ligue. Alors, petite question, comment on en arrive au tir? Est-ce que toi-même, tu as cette passion du tir? Ton parcours, un petit peu, si tu es dans ce domaine-là? Alors, je suis moi aussi pratiquante de l'activité depuis l'adolescence. Je suis arrivée au tir avec mon papa qui pratiquait. Lui était pistolier. Moi, j'ai été plutôt attirée par la carabine. Je continue à pratiquer, même si je m'entraîne beaucoup moins. Et puis, pendant mes années d'études à Toulouse, j'étais membre du pôle d'entraînement de Toulouse. Et tes performances comme ça, tu as des résultats un petit peu dans ton parcours? Alors, je suis loin d'avoir le niveau qu'a Tiffaine actuellement. Moi, j'ai été médaillée au championnat de France. Quand même. Du Nord. Quand même. Alors, Anne, on s'est renseigné. Le tir sportif, c'est plusieurs disciplines. Mais est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les principales catégories du tir sportif? Oui, à la Fédération française de tir, il y a une multitude de disciplines qui ont été classées en 12 catégories, où on a de la carabine, du pistolet, du paratir, de l'arbalète, du tir au plateau, du tir aux armes anciennes. On a aussi une catégorie réservée aux enfants qu'on appelle les écoles de tir, avec un programme adapté. Puis on a aussi de la cible mobile et du paratir, qu'on est aussi une fédération dans laquelle les pratiquants valides et les pratiquants para se retrouvent sur le même championnat de France. Pas dans les mêmes catégories, bien entendu. Même chose sur les compétitions régionales, les athlètes en paratir sont sur les mêmes compétitions régionales que les athlètes valides. Il s'agit d'un sport extrêmement varié du coup au final. Oui, beaucoup de disciplines différentes. Et justement, une question qui peut se poser à Tiffaine, mais également à toi, c'est quelle discipline que vous préférez? Eh bien, moi, j'ai fait les mêmes choix que Tiffaine, en fait. La carabine 50 mètres et la carabine 10 mètres. Et pourquoi pas le pistolet? Tu peux répondre aussi, Tiffaine, hein, si tu veux réagir, n'hésite pas. Hein. Moi, en fait, j'ai des préférences sur la
la carabine 6 mètres, mais je me suis révélée surtout aux 50 mètres. Mais oui, dans mon cœur, c'est la carabine 10 mètres. Et tu imagines dans ton cœur plus loin pour les Jeux Olympiques un de ces jours ? Ah oui, c'est un rêve. C'est un rêve, donc il faut que ça devienne réalité. Ouais. En fait. Ah oui. Alors justement, ça fait la liaison avec les Jeux Olympiques. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ces Jeux pour nous expliquer au niveau des auditeurs ce qui va se passer dans cet événement qui va se faire en France quelque part. On a des équipes France féminines et masculines qui vont jouer à domicile. Vous pouvez nous présenter les différentes épreuves, que ce soit, je ne sais pas si Tiffaine t'es au courant ou Anne, nous parler un peu de comment ça va se passer et quels sont les types d'épreuves. Parce que là, il y a du pistolet, je crois, il y a de la carabine aussi. Tu peux nous dire un peu tout ça ? Aux Jeux Olympiques, donc, il n'y a que les disciplines carabine Olympique. 50 mètres, carabine 10 mètres, pistolet 25 mètres, pistolet 10 mètres également. Alors, aux 10 mètres, ce sont des disciplines qui se tirent avec de l'air comprimé. On a pistolet homme, carabine homme, pistolet dame, carabine dame. Ça veut dire qu'en fait, on peut pas jouer en même temps. Les femmes et les hommes, je pose la question un petit peu exprès, mais pourquoi en fait il y a un pistolet, n'importe qui est capable de tenir un pistolet ? Non, c'est pas vrai ? Absolument. Depuis, je pense que ce sera la première Olympiade pour laquelle ce sera le cas. Il existe aussi une discipline mixte où un homme et une femme se retrouvent en équipe. En fait, il n'y a pas de difficulté. Tout le monde est capable de tenir un pistolet, non ? Oui, tout à fait. Mais c'est comme Vas-y, c'est au même Tiffaine. titre que les athlètes ne courent pas dans la même discipline. C'est parce que dans un sens, les capacités physiques et intellectuelles des hommes et des femmes sont différentes. On peut voir en junior, par exemple, que les filles à la carabine 10 mètres vont être meilleures, entre guillemets, que les garçons en carabine 10 mètres. Alors que dès qu'on passe senior, la différence de points, elle diminue. Et c'est surtout les seniors qui passent devant les dames. Alors en fait, je vois que Anne fait une drôle de tête, donc elle va aussi compléter, je pense. Oui, moi je dirais que c'est un peu dommage qu'on ait des classements différenciés hommes-femmes, parce que je crois qu'on est une des rares activités où on pourrait avoir un classement vraiment mixte, une vraie discipline mixte. C'est une activité où ça serait tout à fait possible. Ça existe pour l'escrime. Non, j'ai dit une bêtise. Pour l'équitation, ça existe pour l'équitation. Chez nous, ce serait possible, et moi je trouve dommage qu'on creuse pas davantage ce sujet-là. Alors, je voudrais nous ramener sur le sujet dont j'avais abordé. J'ai un petit peu sorti du rang, mais comment ça se passe les épreuves ? Tu m'as dit, il y a des éliminatoires. Concrètement, pour le grand public, comment ça se passe ? Qu'on ne voit qu'une petite partie des choses à la télé après. On n'a pas parlé des disciplines qui se tirent à balles, donc la carabine 50 mètres et le pistolet 25 mètres, mais dans toutes les compétitions de tir qui sont aux Jeux Olympiques, il y a une partie qu'on va qualifier d'éliminatoire, où chaque tireur va tirer 60 balles. Et puis ensuite, les 8 premiers sont regroupés pour une finale avec un système d'opposition à élimination directe. D'accord, il y a un certain nombre de séries de tirs à Voilà. faire, c'est ça ? Et c'est en Voilà. fonction du résultat que ça se passe. C'est pareil pour toutes les disciplines, ça, par contre. C'est pareil pour C'est toutes le même les principe. disciplines présentes aux Jeux Olympiques. Tu veux ajouter quelque chose, Tiffaine, sur ça ? en fait, ce qu'on peut voir à la télé, c'est seulement les finales parce que les matchs vont durer un certain temps et c'est la finale, elle est ludique. Enfin, on va pouvoir voir, on va pouvoir être pour nos athlètes et le match c'est très long, donc ce serait long pour les auditeurs de regarder un match entier et même presque impossible de pouvoir vraiment regarder à la télé ça parce que ça va durer, le match carabine 10 mètres il va durer 1h15 et 1h15 ça peut être long pour des gens qui ne se connaissent pas du tout, alors que les finales elles peuvent être super intéressantes. Ok, merci pour ces explications. De rien. Merci Tiffaine. On se demandait quels sont les carabinières et carabiniers sélectionnés en équipe de France qui sont de la région Occitanie. Pour les Jeux Olympiques, oui. Pour l'instant, on n'a pas les noms encore. Oui. On a les noms des gens qui ont pris les quotas, mais ce sera dans la semaine, je crois, qu'on va connaître le nom des gens qui vont partir. Mais de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait d'athlètes de la région Occitanie qui y aillent, mais je suis pas sûre. Nous avons un pistolier qui est dans les gens susceptibles d'être sélectionnés, effectivement, Oui. qui s'appelle Oui, Florian c'est vrai. Fouquet. Oui. Florian Fouquet. Florian Fouquet. On va espérer pour lui qu'il représentera à ce Oui. moment-là le Midi-Pyrénées, c'est ça ? Midi-Pyrénées, Oui. absolument. Par contre, on a quatre arbitres de Midi-Pyrénées qui iront arbitrer les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ben voilà, donc on va être représenté quand même là-bas, c'est important Oui. pour le tir. Quelles sont les qualités essentielles pour exceller dans le tir sportif ? Là, toutes les deux, à nous donner un peu comment vous voyez ça chacune ? Après toi, Tiffaine.
Ça va être la concentration et réussir à prendre, je sais pas vraiment comment dire, mais on va se mettre dans un état où tout ce qui se passe autour de nous est extérieur. On va être dans notre bulle et c'est ça qui est très très important et ce dont il y a beaucoup d'athlètes, même là au Krebs, à l'internat au pôle de haut niveau, où il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à être concentrés pendant 1h15 de match. Alors c'est vraiment la concentration. Après, au niveau physique, faut avoir un bon gainage. Après, vraiment pour moi, c'est surtout la concentration qui est importante. Après ça, voilà. Et je compléterai en disant que le tir, c'est avant tout un sport de régulation du tonus musculaire, où il faut le juste tonus musculaire, pas plus, pas moins, avec une grande finesse dans ce tonus musculaire. C'est une activité aussi dans laquelle le geste est connu à l'avance. On n'est pas dans une activité où on réagit à ce qui se passe avec un adversaire ou avec un partenaire. Le geste est connu à l'avance, donc l'idée c'est vraiment de reproduire à l'identique un geste parfait. Et c'est ça qui demande énormément de concentration, comme dit Tiffany. Alors, vas-y. Et notre sport, on va dire, c'est aussi sur 100%, on va dire c'est 80% de mental et 20% de technique. Un athlète qui va tirer, qui va apprendre, qui va avoir une technique de énorme, s'il n'a pas un bon mental, il n'y arrivera jamais. C'est très très important le mental parce que vu que, comme a dit Anne, c'est répéter toujours la même chose, le faire à l'identique à chaque fois, ça va faire que normalement tout le monde peut le faire, mais est-ce que le mental de tout le monde va être identique? Ça va être différent. Donc ça demande beaucoup de patience. Tu es en train de nous dire que ça demande beaucoup de patience, tout ça, c'est clair. Oui. On va enchaîner, si tu veux bien, sur on va revenir un peu sur la région Midi-Pyrénées. Je voulais juste que tu nous rappelles peut-être, Anne, les derniers événements importants qui s'est passé cette année, les grands rendez-vous que vous avez eus et à nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et quelles sont les options que vous avez faites cette année au niveau de la Ligue ou du comité de la Ligue. Alors les compétitions importantes pour nous sont les championnats départementaux puis les championnats régionaux qui sont qualificatifs pour le championnat de France. En Midi-Pyrénées, la Ligue met de gros moyens sur la formation et l'entraînement des jeunes. On a un collectif jeune Midi-Pyrénées constitué d'un groupe de jeunes qu'on regroupe en gros tous les 15 jours, 3 semaines pour des entraînements intensifs sur des week-ends. Actuellement, il y a 12 jeunes en Midi-Pyrénées qui font partie de ce collectif. Sur ces 12 jeunes, 6 font également partie de l'échelon national, sont sur les collectifs nationaux. Certains font partie des équipes de France, comme le petit frère de Tiffen, qui fait ses premières sorties internationales, Yolan, et puis d'autres aussi dans les catégories junior garçon, adulte. Voilà, alors on va revenir à une question dont on a un petit peu abordé tout à l'heure. Quelle place occupent les féminines dans le développement du tir sportif? Alors les féminines actuellement dans Midi-Pyrénées, c'est 11% des licenciés. Donc ça va être compliqué pour nous d'arriver à la parité dans les comités directeurs dans les années à venir, ça va devenir obligatoire. Mais notons quand même que la part des femmes est en constante augmentation. Alors, quels sont les projets pour 2024-2025 sur la région? Est-ce que tu as des impulsions à nous donner? Comment vous avez envisagé la structuration de la saison à venir après Jeux Olympiques, bien évidemment? Non, c'est encore trop tôt pour nous pour avoir envisagé ça à cette date. On n'a pas de gros événements prévus sur la région, type championnat de France, comme il y a eu l'an dernier. On n'a pas ça prévu sur la région pour les saisons à venir. Et pour après détailler le fonctionnement de la saison prochaine, c'est encore trop tôt pour nous. On n'a pas terminé les actions de cette saison. Enfin, on a une dernière question qui se pose justement à toutes les deux. C'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite débuter dans le tir sportif? Comme dans toutes les disciplines, il y a des clubs, souvent à proximité de chez soi et étant une discipline très peu médiatisée. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un club à côté de chez eux. Il y a 88 clubs en Midi-Pyrénées, donc il y en a forcément un qui n'est pas très loin de chez vous. Cette liste des clubs, elle est à disposition sur le site internet de la Ligue Midi-Pyrénées, avec les coordonnées, les horaires de fonctionnement pour que chacun puisse trouver le club qui lui convient à côté de chez lui. Et toi, Tiffen, quel conseil tu donnerais à quelqu'un de ta génération, par exemple, qui souhaite se lancer dans cette discipline? Moi, je conseillerais aussi de trouver un club et s'il veut se lancer dans la compétition, aussi se renseigner sur le club, mais aussi qu'est-ce que le club peut apporter. Il y a beaucoup de clubs qui sont là pour le loisir, comme des clubs qui vont être là pour la compétition. Et du coup, ce serait ça. Et de garder en tête que c'est un sport où il faut prendre du plaisir, parce qu'à partir du moment où il
n'y a plus de plaisir, c'est inutile. Parce ça va être une corvée pour nous, comme dans tous les sports, et faut que ça reste une passion et une envie de découvrir un nouveau sport. Et il faut surtout pas partir avec l'idée que c'est pas un sport. Eh ben, on sent que tu as cette passion-là. En tout cas, ça fait plaisir de t'entendre et de sentir cette passion chevillée au corps. Nous, on va te souhaiter plein de belles choses. Rendez-vous peut-être dans des prochains Jeux Olympiques, parce que cette année, j'imagine que c'est pas possible. Ça a été très, très sympa de t'entendre au téléphone et de nous parler de ce tir sportif que l'on découvre grâce à vous et grâce à Anne. Un dernier mot pour conclure, Anne, sur le tir sportif dans Midi-Pyrénées? Je veux juste ajouter que voulais vous remercier de nous donner l'occasion de parler de notre discipline très peu médiatisée et souvent très peu et très mal connue. Merci pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission Et si on parlait de sport. Bonne continuation pour tous vos projets et le développement du tir sportif en Midi-Pyrénées. Bons Jeux Olympiques, et nous aurons plaisir à vous recevoir à nouveau dans l'émission quand vous voudrez. Et maintenant, place à la chronique spéciale Euro 2024 avec notre invité Florian Gilly, qui est coach adjoint au pôle espoir féminin de football d'Occitanie, au micro d'Inès Swifi. Bonjour Florian, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter à nos auditeurs, nous en dire brièvement un peu plus sur ta personne et sur qui tu es? Bonjour à tous. Donc moi je suis Florian Gilly, j'ai 28 ans. Je suis entraîneur adjoint du pôle espoir féminin depuis maintenant 2 ans. Et puis je suis un petit peu spécialisé dans le football féminin depuis maintenant 7 ans. Donc voilà un petit peu mon parcours. Je suis aussi entraîneur dans une équipe de Régional 2 dans la Ligue Occitanie, et aussi encore un petit peu joueur au niveau régional, et donc voilà un petit peu pour moi. Un vrai amoureux du football. Un vrai amoureux du football, donc c'est à la fois une passion et aujourd'hui un métier, donc c'est une fierté pour moi aujourd'hui d'avoir pu réussir à en faire mon métier. Donc c'est ce que je compte continuer de faire durant ma carrière professionnelle, donc voilà. Merci pour toutes ces précisions Florian. On va rentrer dans le vif du sujet. L'équipe de France a démarré l'Euro 2024 en Allemagne. On voudrait savoir, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces premiers matchs et de ces résultats? Ça a été, pour ainsi dire, un premier tour qui a ressemblé aux dernières compétitions de l'équipe de France. On sait que Didier Deschamps calque sa préparation pour les phases finales, donc ça a été des matchs qui ont été assez difficiles dans le jeu, mais l'équipe de France a été très très solide sur le plan défensif, et à partir du moment où on prend pas de but, on peut pas perdre de match, et donc on se donne les meilleures chances possibles d'atteindre le dernier carré au minimum, qui est l'objectif minimal, et puis si possible évidemment d'aller gagner un nouvel Euro qu'on n'a pas gagné depuis les années 2000. Et justement dans le jeu, sans parler forcément de résultats, de statistiques, qu'est-ce que tu penses de l'essence de l'équipe de France, de leur façon de jouer, du caractère qu'ils mettent lors de ces matchs? Aujourd'hui, je pense qu'il y a une part de frustration pour nous tous, car je pense qu'on est capable de mieux faire avec les joueurs dont on a à disposition. Donc c'est difficile, mais on regarde aussi à travers le résultat. On est capable de mieux faire dans le jeu, et je suis persuadé quand on aura aussi des équipes qui laisseront plus d'espace à notre équipe de France, je pense qu'on sera largement meilleur. Une phase de poule, c'est toujours difficile, et on a des équipes qui face à nous ont joué beaucoup sur le plan physique, ont essayé de contrer un petit peu notre vitesse à nous, équipe de France. Donc il faut aussi prendre en compte qu'on a joué des adversaires qui avaient moins besoin d'utiliser le ballon, et nous on est plus en difficulté dans ces domaines-là. Quand on va affronter des adversaires dans les phases finales où on aura moins à avoir le ballon, je pense qu'on sera capable de faire plus de différence et de marquer plus de buts. Sans vouloir parler d'individualité, il y a quand même un personnage dans cette équipe de France qui s'est révélé. C'est la petite bombe qui va dans tous les sens. Qu'est-ce que tu peux nous dire quand même, parce que ça a été un peu une belle surprise, celle d'N'Golo Kanté? N'Golo Kanté, c'est la surprise qu'on n'attendait pas. On peut dire ça comme ça. Il a fait une première phase assez exceptionnelle. On l'attendait pas à ce niveau-là, sachant que ça faisait plusieurs années qu'il avait quitté l'équipe de France, et puis qu'il avait rejoint le Qatar suite à de longues blessures avec son club. Donc c'est une excellente surprise. Ce joueur est assez exceptionnel. Je sais pas si vous avez les statistiques, mais sur les phases finales dont il a joué avec l'équipe de France, il est à 18 matchs pour 0 défaite. Donc on peut parier que jusqu'à la fin, on peut gagner tous les matchs tant qu'il est là. Ouais, on espère qu'il va continuer de porter l'équipe de France vers le haut. Il a été élu 2 fois homme du match pour le moment, donc c'est
vraiment remarquable de sa part, comme tu l'as dit, vu qu'il avait quitté la scène européenne et l'équipe de France. Et on voulait savoir aussi d'une vision un peu plus globale sur l'Euro, si on se détache un peu de l'équipe de France. Quelles sont tes impressions sur le tournoi en général ? Est-ce que tu vois des équipes favorites, des équipes qu'on n'attendait pas ? Déjà, je trouve que l'Euro est très plaisant à suivre. Il y a eu beaucoup de matchs où il y a eu beaucoup de buts avec des bonnes équipes. Je dirais que de notre côté, avec cette première place en phase de poule, on peut se projeter plus facilement que d'autres équipes, puisqu'on est dans un tableau qui semble un petit peu plus facile, on va dire ça comme ça. Moi, des équipes qui m'ont le plus impressionné aujourd'hui, c'est sûr que l'Espagne a fait un très gros match face à l'Italie en déployant un jeu assez vertical dont on n'avait pas l'habitude, et puis l'Allemagne qui est à domicile me paraît aussi être un grand favori. Maintenant, je n'élimine pas le Portugal qui aussi, avec l'expérience de joueurs comme Pepe ou Cristiano Ronaldo, pourra peut-être aller au bout. Merci pour toutes ces informations, pour ton avis sur la compétition. À présent, une dernière question, plus personnelle cette fois, sur toi. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs quel est ton quotidien ? Tu nous en as parlé brièvement dans ta présentation au départ. Est-ce que tu pourrais entrer un peu dans le détail sur ce que tu fais pour le football ? Écoutez, moi je travaille pour la Ligue de football d'Occitanie, donc pour le pôle espoir féminin. Donc voilà, on travaille sur les années de préformation depuis cette année au niveau des filles. Donc c'est le même âge que les garçons, c'est-à-dire 13 et 14 ans. Donc nous, l'objectif c'est de repérer les meilleurs potentiels de joueuses sur la Ligue Occitanie, 12 par année d'âge, et de les former pendant 2 ans aux exigences maintenant des clubs professionnels et des centres de formation qui sont en train de se créer dans le foot féminin. Donc voilà, je suis aujourd'hui porteur d'idées pour le football féminin, et puis on est en train de le développer petit à petit. Donc c'est aujourd'hui un petit peu mon quotidien. Donc on a 2 séances d'entraînement par jour, donc avec des U14 et avec les U15. Voilà, donc je suis entraîneur sur ces 2 séances tous les jours, et puis on a aussi des rencontres amicales que l'on fait la semaine pendant l'année. Très bien, merci Florian pour ta présence avec nous. C'était super. Merci à vous. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Damien Travessé, maître d'armes au club de Muret et kinésithérapeute des équipes de France d'escrime handisport, et Brianna Vidé, membre de l'équipe de France handisport d'escrime, sélectionnée pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail, contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes heureux d'accueillir Damien Travessé, qui est maître d'armes au club de Muret, kinésithérapeute de l'équipe de France d'escrime d'handisport. Avec lui, Brianna Vidé. Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau, qui est sélectionnée pour les Jeux paralympiques et elle-même membre de l'équipe de France d'escrime handisport. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots d'abord. On va commencer par toi, Damien. Quelques mots sur ton parcours personnel et professionnel. Et puis, ce qui t'a amené quelque part à cette passion pour l'escrime. Alors, moi, l'escrime, je suis un petit peu tombé dessus par hasard. Ou alors, c'est elle qui est un petit peu tombée sur moi par hasard. Parce qu'en fait, je me souviens même presque pas quand est-ce que j'ai décidé de commencer ce beau sport. Je suis passé devant la télé, j'avais 4 ans et j'ai regardé mes parents en demandant si ça existait vraiment. On m'a répondu que oui. Et donc, j'ai dit,
je veux faire ça. Voilà. Et depuis, j'en suis jamais sorti. T'as regardé les films de KPDP de l'époque, Le Bossu, D'Artagnan, tout ça, non ? Même pas, je les ai regardés après, effectivement, mais non, c'était en moi, jamais personne dans la famille n'en avait fait. Et puis en passant devant, voilà, je me suis dit, bon, bah, je veux faire ça. Et puis en fait, j'ai pratiqué ça pendant plus de 20 ans. Je suis passé par des parcours d'excellence chez les jeunes. J'ai réussi à intégrer le pôle France Jeune de Wattignies à l'époque, donc du coup en région lilloise. J'y ai fait 4 années d'escrime à haut niveau avec un collectif qui est super, avec qui j'entretiens encore pour certains membres maintenant des contacts. Et puis maintenant je suis revenu sur la région toulousaine pour passer un petit peu de l'autre côté de la barrière, à savoir enseigner ce sport, cette passion, et transmettre tout ce que je peux transmettre à l'ensemble des jeunes qui sont motivés et qui souhaitent suivre un petit peu ce parcours. Mais tu ne fais pas que ça, justement, tu es aussi kinésithérapeute. Alors en parallèle, oui, j'ai suivi donc du coup à la même période à peu près un parcours d'études en kinésithérapie, et donc aujourd'hui je suis masseur kinésithérapeute, et je m'occupe aussi également des équipes de France d'escrime en e-sport dans leurs regroupements nationaux, et également dans leur quotidien de compétition en Coupe du Monde à l'étranger. On est parti au Brésil, en Pologne, voilà. Ouais, c'est compliqué tout ça quand même. Ouais, c'est compliqué. Alors, on va, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, pour nos éditeurs, tu nous parles un petit peu de ce sport on parlait de 3 armes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça marche ? Oui, alors en fait, il y a 3 armes, le fleuret, l'épée, le sabre. Le fleuret, c'est l'arme d'étude, c'est celle qu'on est censé pratiquer un petit peu au début pour apprendre à toucher les points vitaux, comprendre un petit peu la convention, le règlement de l'escrime. Ensuite, il y a l'épée, qui est l'arme qu'on connaît plus, puisque c'est l'arme de duel, celle qu'on utilisait pour défier sur la place publique à l'époque, qui nous permet donc du coup de régler nos comptes. Non, donc on faut pas te défier, quoi. Si j'ai bien compris, faut rester sobre. Moi ça va, je suis fleurettiste, vous risquez rien. L'épée c'est pas mon truc. Même si j'aime bien ça, j'aime bien l'escrime, j'aime bien les 3 armes. Et donc du coup l'autre qui est un petit peu spécial, c'est le sabre. Le sabre, c'est l'arme des cavaliers. Et donc du coup chacun a un petit peu ses spécificités en ce qui concerne les touches. Toi, ta prédilection, tu me disais, c'est... Moi, je suis fleurettiste. J'ai fait 20 ans de fleuret, et aujourd'hui, je suis en capacité d'enseigner aux 3 armes, puisque je suis aussi maître d'armes, titulaire d'un DE, c'est un DE, et on doit savoir enseigner les 3 armes. Donc, du coup, aujourd'hui, je sais enseigner les 3 armes, mais ma spécialité, c'est le fleuret. Donc tu dois être content de ce qui s'est passé ce week-end, on va pouvoir faire l'enchaînement, c'est facile. Les derniers résultats de l'équipe de France, championnat d'Europe ce week-end, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a quand même pas mal de médailles de gagnées, dont je crois 4 médailles d'or. Ouais, c'est ça, 4 médailles d'or, 1 d'argent, 3 de bronze. Je suis plutôt satisfait de ce qu'ont réussi à produire les Français, surtout par équipe. Une petite déception un petit peu pour le sabre, parce qu'en individuel ils ont réussi à être les 4 en quart de finale, et que finalement il y a qu'un podium individuel, et malheureusement sur les équipes ils se sont arrêtés très tôt dans la compétition, enfin trop tôt par rapport à leur classement. Ils étaient tenants du titre, si j'ai bien lu mes classiques. Je crois qu'au sabre l'équipe de France masculine était tenant du titre. Oui, c'est d'autant plus une déception quand on sait ça. Ils étaient 2e du classement pour cette compétition là aussi, et enfin voilà, il y avait matière à faire un beau résultat, et bon aujourd'hui c'est dommage. Après on espère que le bon résultat soit au bon moment, à savoir au Jeu de Paris, auquel cas ça sera rapidement oublié. Après en ce qui concerne les autres armes, pour le fleuret il y a eu une médaille en individuel en bronze, et puis pour l'équipe ils sont champions d'Europe, donc du coup je suis très content de ça. Au fleuret féminin ils sont passés pas loin, et puis en équipe d'épée il y a eu aussi pas mal de médailles, dont une en or en individuel et par équipe en ce qui concerne les hommes, donc du coup on peut espérer qu'il se passe de belles choses au Grand Palais à Paris. Alors chez les hommes, je crois qu'il y avait une performance, un garçon qui faisait une de ses premières compétitions au championnat d'Europe et qui a gagné une médaille d'or. Je ne saurais pas te dire l'épée ou l'arme, mais j'ai vu ça dans les derniers résultats. Middleton, quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors c'est à l'épée, donc on parle effectivement du même. Luigi Middleton, donc du coup effectivement il est sélectionné pour les Jeux Olympiques. Il y a eu pas mal de grabuge, si je puis dire, en ce qui concerne les parcours de sélection, et notamment l'annonce des sélectionnés dans les différentes armes, et notamment à l'épée, puisqu'en fait lui il était 4e français au classement, et en fait les entraîneurs ont décidé de parier un petit peu sur sa personne et de lui donner sa chance. Aujourd'hui je pense qu'il a montré qu'il était capable de la saisir, parce qu'il a non seulement été décroché une médaille d'or là où il n'était pas attendu sur un grand championnat, donc il a vraiment été au rendez-vous. En battant numéro 2 mondial. Et puis le
dernier champion du monde, enfin le champion du monde en titre récemment aussi, qui a gagné aussi la dernière Coupe du Monde. Enfin vraiment, il a eu un parcours qui a été super et puis c'était des lourds scores aussi pour la plupart de ses matchs. Brianna, de ton côté, il y avait aussi des compétitions il n'y a pas si longtemps, au mois de juin. Oui, ça y est, on a fini le parcours de sélection, mais à la fin du mois de mai, on était donc au Brésil pour la dernière Coupe du Monde qualificative. Des résultats un petit peu moyens pour l'équipe de France, mais la fatigue commençait à se faire ressentir à la fin du parcours de sélection. Pour ma part, un quart de finale sur 2 armes et une médaille d'argent au fleuret. Donc un bon parcours parce que j'étais pas du tout attendue, j'étais loin derrière sur les classements, ça faisait quelques compétitions qu'on avait mis le fleuret de côté et pareil, sorti la numéro 2 mondiale en tableau de 16 et puis la numéro 7 en quart et j'ai continué jusqu'en finale. Quand tu n'étais pas sur les plages de Copacabana, tu n'as pas fait du beach escrime? Pas tout à fait, non. Pas tout à fait, pas encore. Merci pour ces infos. L'escrime est un sport qui a une longue et riche histoire aux Jeux Olympiques. Elle a été introduite, on l'a dit, aux premiers Jeux Olympiques en 1896 à Athènes. Ça fait de ce sport une discipline fondatrice et prestigieuse de cette compétition. C'est aussi le sport qui a rapporté le plus de médailles aux Jeux Olympiques en France. Qu'est-ce qui rend l'escrime olympique si unique et si captivante, Damien? Je pense que c'est un tout. Déjà, l'élégance de ce sport, quand on peut contempler ça à la télé dans des cadres magnifiques où on est vraiment bien mis en scène avec une couverture médiatique à la hauteur aussi de ces événements-là. Déjà, ça y contribue énormément. Ensuite, c'est un sport qui est assez méconnu malheureusement. Donc, quand on en voit à la télé, on se dit tiens, pourquoi pas, on a la curiosité de regarder. Et puis, effectivement, historiquement, l'escrime, c'est français. L'arbitrage est français, la discipline est celle qui a rapporté le plus de médailles aux Jeux Olympiques. Donc, en plus de ça, il y a des attentes de médailles, quoi. Et ça va se jouer dans un lieu magique, prestigieux. Le Grand Palais à Paris, pour ceux qui connaissent, c'est fantastique, quoi. Il y a des choses à voir, ça va être un moment grandiose. Et là, on va être effectivement dans l'histoire de France un peu, parce que cette arme-là, elle nous ramène aussi quelque part à cette histoire de France que l'on a, qui est très très riche, quoi. Les Jeux Olympiques, c'est dans quelques semaines. Peut-on faire un point sur les épreuves d'escrime et un focus particulier justement sur les sélectionnés? Damien, Damien et Brianna, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où on en est? Parce que finalement, je crois que les sélections, c'était là récemment, puisque Brianna, tu viens d'être sélectionnée, on le redit, et tu peux peut-être nous citer aussi les 2 partenaires avec toi, ou les autres partenaires avec toi qui seront aux Jeux paralympiques avant que Damien? Alors, sur l'escrime paralympique, du coup, les Jeux paralympiques sont après les Olympiques. Ouais. Nous, on aura une cérémonie d'ouverture le 28 août et une clôture au 8 septembre. Les épreuves d'escrime, c'est le 3, 4, 5, 6 et 7 septembre, avec de belles épreuves tous les jours à voir dans l'ordre sabre, fleuret puis épée. Nous, on sera 7 Français sélectionnés sur ces épreuves, 3 filles, 4 garçons, et pour les citer, du coup, mes camarades féminines avec qui je vais combattre en équipe, Clémence Delavoye-Pierre de Paris, Cécile Demaude de Bordeaux, et chez les garçons, on a Maxime Vallet qui s'entraîne à Toulouse ici, Damien Tocatlian de Bordeaux, Ludovic Lemoine qui s'entraîne à Clermont-Ferrand, et Johan Peter qui s'entraîne sur Paris. Et bien voilà, on a déjà nos sélectionnés paralympiques. Et alors de l'autre côté, alors je vais peut-être pas faire la liste parce que c'est peut-être un peu plus long, mais où est-ce qu'on en est? Est-ce que déjà il y a des gens, des escrimeurs ou escrimeuses de l'Occitanie qui vont participer aux Jeux Olympiques? Alors à ma connaissance, je crois que ça tombe juste. Il y en a qu'un seul, c'est un sabreur, Maxime Pianfetti, qui est tarbais et qui va porter haut les couleurs de la France et du coup aussi de l'Occitanie au Grand Palais. D'accord. Et sinon sur les autres, les sélections sont finalisées? Alors dans l'ensemble des disciplines, les sélections sont finalisées. Il y a peut-être encore de l'attente concernant le fleuret féminin, puisque on a pu voir aussi qu'il y avait blessures. Avec les blessures, oui. C'est ça. Donc il y a un protocole commotion qui est en attente. On espère que ce soit pas très grave et qu'elle puisse être de retour au plus vite sur les pistes. Et puis Isaura Tibus, pour laquelle pour le moment on n'a pas de nouvelles concernant une potentielle blessure. Qui s'est blessé au championnat d'Europe au genou, d'après les infos qu'on a eues. C'est ça, lors de son 2e match de poule. Enfin, le premier. En fait, elle s'est blessée sur son premier match de poule et au 2e, elle a fini de se blesser, je pense, et elle a arrêté. Elle doit être opérée, on ne sait pas trop comment ça se passe. Pour le moment, il y avait des examens médicaux, imagerie qui étaient faits en urgence
du coup c'était à Bâle en Suisse, et qui vont être transférés à l'INSEP. Ils feront un petit peu le point avec tout ça et puis ils décideront de ce qui doit être fait ou non. Rappelons que c'est une des escrimeuses qui actuellement a été au top. Je crois que c'était numéro 1 si je... Oui, c'est ça. C'est une escrimeuse qui a été dans le top niveau mondial. Elle était numéro 1 mondial pendant une bonne période. Elle a gagné les championnats du monde. Elle a c'est une grande chance de médaille pour l'escrime française. Donc ce serait vraiment dommage qu'elle ne puisse pas participer. On va croiser les doigts pour elle en tout cas. Et alors une question un peu philosophique, qu'est-ce qui selon vous fait d'un escrimeur un champion olympique ? Alors il y a plein de choses. La détermination, le travail, la passion. C'est un sport de passionné en fait. Si on n'est pas passionné, on finit par s'essouffler rapidement. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte sur le plan physique, sur le plan mental. C'est un sport individuel, donc c'est assez lourd, mais en même temps, on doit évoluer en collectif. Donc pour moi, il y a tous ces aspects-là. Être bien entouré, être bien soutenu aussi par sa famille, son entourage, c'est très important. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que la personne est belle et a peut-être une chance d'aller chercher le Saint Graal à Paris cette année. Brianna, t'as encore dit ce qu'il vient de dire là ? Oui, j'ai entendu. C'est championne olympique, c'est pareil, on transpose, mais c'était joli comme définition. Oui, je suis d'accord, je le rejoins sur tous les points. De toute façon, ça fait l'objet de longues discussions parce que 4 ans, c'est long et du coup, c'est beaucoup de remises en question pour justement se donner les moyens d'atteindre ce Graal. Mais je le rejoins sur le fait que la passion et l'envie d'apprendre et de repousser les limites, c'est quelque chose qui est très important. Je pense pas que en escrime, mais dans tous les sports et dans la vie de tous les jours aussi. Et peut-être nous pouvons faire un retour sur les derniers événements de l'escrime en Occitanie. Alors l'escrime en Occitanie, elle est un petit peu régie par différents pôles, si je puis dire, au sein de la région, puisque avec la fusion des régions, on a un territoire qui est assez vaste. Donc du coup, pour le sabre, on est vraiment très orienté vers Tarbes, Pau. Enfin, Pau n'étant pas dans la région, mais en fait, c'est un secteur qui a souvent été... il y a eu des rivalités un peu entre les deux clubs. Donc on peut considérer que Tarbes, c'est vraiment un bon niveau de sabre en Occitanie. Ils organisent régulièrement aussi des événements nationaux. Après, pour ce qui est de l'épée, on peut considérer Toulouse, mais surtout Rodez, comme un gros club d'épée en France, sur plusieurs catégories. Il y a des membres du collectif France, voire certains qui s'entraînent à l'INSEP, qui font partie de ce club. Donc du coup, c'est vraiment un gros pôle d'épée en Occitanie. Ça a même été, l'espace d'un temps, le pôle national à l'épée pour les jeunes. Je ne sais pas si c'est encore le cas, je ne suis pas actualisé sur le sujet puisque je rappelle, moi je suis plutôt fleurettiste et au fleuret, en Occitanie, je trouve que il n'y a pas assez pour pouvoir dire qu'il y a un gros pôle à un certain endroit. En tout cas, à Muret, ça tourne plutôt bien. Cette année, on a un jeune qui est sorti à l'international. On a régulièrement une belle représentativité au niveau national chez les jeunes et quelques médailles par équipe sur pas mal d'années, encore cette année. Donc du coup, on peut dire que Muret, ça tourne bien. Tu parlais d'événements sportifs qui ont été montés dans l'année aussi. Oui, effectivement, à Muret, on est aussi, en ce qui concerne le fleuret, plutôt actif sur l'organisation d'événements régionaux, nationaux. L'an dernier, on a organisé les championnats d'Occitanie. C'était le cas aussi, je crois, il y a 2 ans. Cette année, on n'a pas organisé les championnats d'Occitanie, mais on a organisé une compétition régionale et on a organisé 2 compétitions nationales. Une pour les catégories M17, circuit national qu'on organise chaque année. Et on a aussi eu la chance de pouvoir organiser une compétition nationale chez les M15 qui a regroupé plus de 500 tireurs sur une journée à Muret. Justement, en parlant de Muret, vous faites tous les deux partie du club d'escrime de Muret. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur son histoire, son actualité, peut-être ses projets ? Alors c'est un club qui est né en 1989 et qui depuis suit son petit bout de chemin. L'évolution de la salle peut en témoigner puisque moi j'ai commencé l'escrime à 6 ans au club de Muret. J'ai commencé à 4 ans en région parisienne, puis j'ai déménagé, je suis arrivé à mes 6 ans au club de Muret et en fait je vois l'évolution de la salle d'année en année. Je suis parti 4 ans pour mes études, j'en suis revenu après et puis en fait le cadre est tellement sain et la structure évolue vraiment bien, ça m'a donné envie d'y prendre part aussi de l'autre côté en tant que maître d'armes. L'actualité de Muret, c'est quoi ? Pour le moment, ça va être là c'est la fin d'année, donc on va pouvoir souffler un petit peu.
en tant que club. Préparer l'année prochaine qui, je pense, va être une très grosse année puisque la couverture médiatique pour les Jeux de Paris est censée être à la hauteur de ce qu'elle prétend. Et donc on va certainement avoir beaucoup de nouveaux petits, en tout cas on l'espère, que les plus jeunes, je les encourage à venir pratiquer tout sport, pas forcément l'escrime. Évidemment, je prêche pour ce sport puisque c'est vraiment une école de vie. On se construit humainement, mais de toute façon il faut faire du sport, que ce soit ça ou celui-là ou un autre. Donc on prépare la rentrée prochaine. Et une petite dernière question pour conclure cette interview. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui souhaitent pratiquer l'escrime en Occitanie ? Simplement de venir essayer. En fait, souvent l'escrime, on ne connaît pas, on a beaucoup d'a priori et rapidement, quand on met le masque, il y a quelque chose de magique qui se passe et voilà, faut venir essayer. En général, on n'en repart pas. Et toi, un petit conseil à donner justement pour les personnes handisport qui peut-être hésiteraient parce que ça vient pas forcément naturellement comme ça aux gens. Toi, t'étais tombée dedans petite, on va dire, mais comment encourager toutes ces personnes qui osent peut-être pas ? Je pense qu'on a beaucoup de chance en escrime d'avoir un sport qui est pas isolé. C'est-à-dire que les athlètes paralympiques, les athlètes en handisport sont dans des clubs valides. Donc en fait, on se retrouve pas juste entre nous, entre gens qui pratiquent en fauteuil. Et ça, c'est un des rares sports, c'est un des rares handisports à avoir cette chance-là. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a eu un accident, il peut continuer de faire de l'escrime avec ses copains. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc en fait, il faut pas se poser de limites, il faut aller juste essayer et puis avoir la curiosité de découvrir, d'aller essayer plein de sports, d'aller essayer surtout l'escrime. Et comme l'a dit Damien, une fois qu'on a mis le masque, en général, il y a un truc qui se passe et on n'a plus envie de l'enlever, sauf quand on dépasse les 30 degrés dans la salle, mais c'est pas souvent. Et du coup, pour plus de renseignements, on peut vous retrouver sur escrime-muret.fr, c'est bien ça ? C'est ça. Parfait, merci beaucoup pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission Et si on parlait de sport. Bonne continuation pour tous vos projets et rendez-vous le 26 juillet donc pour les débuts des Jeux Olympiques et le 28 août pour les Jeux Paralympiques derrière nos escrimeuses et nos escrimeurs français. Vous connaissez maintenant la formule, vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Et puis on espère bien que tu nous feras la gentillesse de revenir avec ta médaille. J'espère. Et tout de suite, place à la prolongation avec la Minute Olympique. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et on se retrouve pour la Minute Olympique. À 30 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, retour sur un fait marquant depuis la création des Jeux Olympiques modernes. C'est parti pour la Minute Olympique. Dirigeons-nous vers les Jeux Olympiques de Sydney, 24 ans en arrière, lors des années 2000. Plus particulièrement vers cette discipline très technique, le tir. Le célèbre tireur au pistolet français, Franck Dumoulin, espère bien décrocher une médaille lors de ces Jeux. Ce dernier avait déjà connu les Jeux de Barcelone et d'Atlanta, sans succès. Lors de sa préparation pour Sydney, le tireur se blesse à la main lors d'un entraînement, puis il chute gravement à moto, se fracturant le fémur et la clavicule. Pourtant, Franck Dumoulin se relèvera en dépit des contraintes physiques. Quelques mois plus tard, à l'autre bout du monde, il décrochera sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques. Une leçon qui nous a enseigné à tous, malgré les obstacles sur notre chemin, il ne faut cesser de persévérer. C'est la fin du match et de cette 55e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et les programmes de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport, fin du match. Et oui, la fin du match de cette 55e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Inès et Pauline. Et on va débuter le vendredi 28 juin avec du rugby et la finale du top 14 qui aura lieu au Vélodrome de Marseille où le Stade Toulousain affrontera Bordeaux-Bègles, ainsi que du volley avec le quart de finale de la Ligue des Nations, Italie-France. Et du 28 au 30 juin, il y aura de la Formule 1 avec le Grand Prix d'Autriche à Spielberg, de la MotoGP avec le Grand Prix des Pays-Bas à Assen et de l'athlétisme avec les championnats de France élite au stade du Lac de Maine d'Angers. Du 28 juin au 2 juillet, il y aura de la natation artistique avec les championnats d'Europe junior à Malte. Du 29 juin au 21 juillet, évidemment du cyclisme avec la 110e édition du Tour de France, grand départ de Florence, Émilie-Romagne en Italie. Du 1er juillet au 14 juillet, du tennis avec le tournoi de Wimbledon, il s'agira de la 136e édition en Angleterre.
Et du 2 au 7 juillet, du cyclisme avec le Tour d'Autriche. Et enfin, pour terminer cet agenda des sportifs, du samedi 29 juin au mardi 2 juillet, il y aura du football avec les 8e de finale de l'Euro 2024. Et oui, et puis la suite, au programme de la semaine prochaine, nous allons vous proposer un sport qui exige une combinaison de force, de technique, de puissance et de concentration. Il s'agit de l'haltérophilie, un sport de force où les athlètes soulèvent de poids répartis sur une barre en 2 mouvements principaux, l'arraché et l'épaule jetée. Introduite aux Jeux Olympiques dès les premiers Jeux modernes en 1896, l'haltérophilie a connu une évolution significative au fil des ans, notamment avec l'intégration des femmes aux compétitions olympiques en 2000. Et en deuxième mi-temps, vous allez découvrir l'un des sports les plus anciens et les plus universels, avec des racines qui remontent à des milliers d'années, une discipline de combat où 2 adversaires s'affrontent en utilisant des techniques de prise et de projection pour amener l'autre au sol. Nous vous parlerons de la lutte, qui a fait partie des Jeux Olympiques antiques dès leur création, en 708 avant Jésus-Christ, faisant d'elle l'un des sports les plus anciens de ces Jeux. Lors de la renaissance des Jeux Olympiques modernes en 1896 à Athènes, la lutte gréco-romaine a été incluse dès la première édition. Il existe 2 principaux styles de lutte aux Jeux Olympiques, la lutte gréco-romaine et la lutte libre. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Anne Guillemin, Tiffaine Pomès, Damien Travessé, Brianna Vidé et Florent Gilly pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. C'est la 55e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, ainsi que Profession Sport Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission, à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Simper-Connect, pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à François Guillou pour son apport musical à la Minute Olympique. Merci à Inès Swifi pour la préparation de cette émission. Merci à Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour son aide précieuse et à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci Laurent et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport la semaine prochaine.